Argos 2001 avait lancé une enquête sur le rétablissement. Et à présent, je vais céder la parole à Madame Blandine Boussard et qui va nous en présenter les résultats. Blandine? Oui, voilà, vous voyez mon écran. Oui, c'est bon, tout va bien. Voilà, donc je vais vous présenter les résultats du questionnaire sur le rétablissement. Ce questionnaire, j'arrive pas à passer mes slides je n'aime pas les mettre en diaporama. Voilà. Ce questionnaire sur le rétablissement comportait 18 questions et a été soumis aux adhérents d'Argos 2001. Les questions étaient orientées vers les patients ou vers les proches concernant leurs patients, ce qu'on appellera patient du proche dans la suite de cet exposé. La période de collecte était de 10 jours et nous avons reçu 179 réponses, 101 patients et 78 proches. Merci beaucoup pour votre adhésion à ce questionnaire. Dans un premier temps, je vais vous présenter les caractéristiques des patients et dans un deuxième temps, les résultats sur le rétablissement. Commençons par l'âge des patients. Vous voyez sur ces courbes que les courbes sont différentes. La courbe en orange, c'est la courbe du patient proche et la courbe en bleu, c'est la courbe des patients. La courbe des patients proches montre un pic à 26-30 ans comme classe d'âge, avec une moyenne d'âge de 42 ans, alors que les patients seraient plus âgés, ceux qui ont répondu, avec un pic d'âge à 61-65 ans et une moyenne d'âge à 53 ans. Quand on regarde qui a répondu pour les proches, ce sont une grande majorité de pères et mères et on a reçu 54 questionnaires sur 78. Si on demande aux patients et aux patients des proches quel a été l'âge de la première manifestation de la maladie et du diagnostic de la maladie, on s'aperçoit que l'âge de la première manifestation, les réponses sont homogènes avec un âge moyen de 25 et 26 ans. Par contre, si on regarde l'âge de diagnostic, on s'aperçoit que l'âge de diagnostic moyen est de 37 ans pour le patient et de 30 ans pour le proche. Donc, le délai de diagnostic serait de 12 ans pour le patient, ce qui est un peu plus que ce qui est publié, et un peu plus raccourci pour les patients du proche, qui serait de 4 ans. Est-ce à dire que les patients plus jeunes sont plus rapidement diagnostiqués de nos jours? C'est aussi possible. Quand on regarde les hospitalisations, là, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Donc, les deux groupes ont été rassemblés et on voit que 84% des patients ont été hospitalisés et 16% n'ont pas été hospitalisés. Il y a eu 508 hospitalisations avec une moyenne de 3,2 hospitalisations par patient. Si on regarde les psychothérapies, on s'aperçoit que la psychothérapie est extrêmement suivie. 60% des patients suivent une psychothérapie de 1 à 3 psychothérapies, avec une majorité de psychothérapie individuelle, c'est le secteur en gris à 56%. Un quart des patients suivent une psychoéducation et 12% suivent une thérapie de groupe. À noter que 3% des patients mentionnent les groupes de parole comme une thérapie. Si on demande aux proches s'ils ont eux-mêmes suivi une psychothérapie, 1 sur 2 répond par l'affirmative. Quand on regarde la durée des psychothérapies, elle va de 1 mois pour les gens les plus récents jusqu'à 26 ans, 32 ans, vous voyez, et avec une moyenne de 1 à 5 ans. Si on demande pour l'activité professionnelle, il n'y a pas de différence entre les deux groupes et plus de 2 tiers des patients cessent leur activité professionnelle plus d'1 mois.
Si on pose la question sur l'hygiène de vie, à la fois l'activité physique, l'alimentation, le sommeil, la gestion du stress et le contrôle des addictions, là, on a une différence dans les réponses des deux groupes, avec en bleu la réponse des patients, et on voit que 82 patients ont répondu qu'ils suivaient une hygiène de vie, alors que 40 patients pour les patients du proche suivent une hygiène de vie. Est-ce que l'hygiène de vie serait beaucoup plus suivie par les patients ou les proches seraient beaucoup plus sévères? Ça, on ne peut pas répondre à cette question. En tout cas, dans l'hygiène de vie, c'est l'activité physique qui est prépondérante et on a quand même 10% de non-réponse des proches. Maintenant, si on se réfère au rétablissement, les réponses sont différentes entre les patients et les patients du proche. Dans le secteur vert, c'est les patients qui ont répondu oui, je suis rétabli, et en bleu, c'est en voie de rétablissement. Vous voyez que 70% des patients s'estiment rétablis, alors que les patients du proche, il n'y en a que 1 sur 5 environ, 50%. 30% des patients ne se sentent pas rétablis versus presque 1 sur 2 également pour les patients du proche. À noter que la durée moyenne de rétablissement est d'environ de 5 ans pour les patients et de 2 ans pour les proches. Si on pose la question, votre psychiatre vous considère-t-il comme rétabli? Il y a une bonne cohérence entre le ressenti du patient et son psychiatre. Le patient répond à 56% que son psychiatre le considère comme rétabli et à 37% non. À noter que dans cette question, on a eu beaucoup de non-réponses, 6% pour le patient et quand même 17% pour le proche, le patient du proche. Le patient du proche répond qu'un tiers de son patient est considéré comme rétabli par le psychiatre, alors que quasiment 55% ne le considèrent pas comme rétabli. Maintenant, si on pose la question, quel est le meilleur signe de rétablissement pour vous? On l'a posé aux patients du proche et aux proches. Et c'est ce qui va vous être présenté maintenant. En couleur, c'est ce qui revient le plus souvent. La question était ouverte et en fait, on a groupé les réponses. Pour le patient, la qualité du sommeil est primordiale. L'humeur stable également, des phases moins marquées, moins de rechute, l'absence de crise et la reprise de l'activité. À 1 degré moindre, la joie de vivre, se sentir bien, le bonheur, l'espoir, mieux gérer ses émotions, un bon suivi de son hygiène de vie et une autonomie. Quand on pose la question aux patients du proche, pour le proche, la reprise d'activité et la reprise de la vie sociale est prépondérante, la qualité du sommeil également, le calme, le bien-être, le bonheur, l'absence de phase dépressive et la sortie de dépression, accepter la maladie, prendre du recul, stabiliser son humeur, établir une relation d'échange et de communication, avoir une hygiène de vie avec contrôle des addictions, contrôle des finances et la gestion des émotions. Et quand on pose la question aux proches, quel est pour vous le meilleur signe de votre propre rétablissement? C'est la diminution de l'anxiété, la crainte, l'inquiétude et le stress. C'est se sentir mieux avec un retour d'énergie, un esprit plus libre, ne plus penser, lâcher prise, prendre du recul, établir un rapport de confiance, moins de culpabilité, prendre soin de soi, partir sans souci, stabilité de la relation et de l'apaisement et meilleure compréhension du retour du dialogue. En conclusion, la population est assez représentative de la population atteinte de troubles bipolaires. La voix du proche n'est pas celle du patient. Le proche est peut-être plus sévère dans l'appréciation du parcours du rétablissement.
70% des patients s'estiment rétablis ou en voie de rétablissement. La psychothérapie est globalement très suivie et un des meilleurs signes de rétablissement, c'est la qualité du sommeil pour le patient, la reprise d'une activité professionnelle et sociale pour le patient du proche et la diminution de l'anxiété et de l'inquiétude pour le proche. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, Madame Boussard, pour cette présentation qui nous montre, entre autres, les disparités de point de vue entre les patients et les proches sur le rétablissement, mais aussi la réalité psychosociale et professionnelle de ces maladies qui nous touchent particulièrement. On va retrouver maintenant Dr Seban pour ses commentaires sur les témoignages et les témoignages vidéo et puis l'enquête qu'on vient de voir. Docteur Seban? Oui, mais tout d'abord, merci beaucoup effectivement à ceux qui ont pris la parole, parce qu'on sait que c'est pas évident. Personnes directement concernées, proches, et puis pour ce travail réalisé par Argos 2001 qui est vraiment très intéressant. Quelques points de commentaires, mais au final qui font, je trouve, écho à ce qu'on a commencé à discuter. Alors peut-être d'abord sur les témoignages et les prises de parole vidéo. Bon, il y a quelque chose qui m'a un peu frappé, mais qui a été redit par le professeur Étain. C'est vrai que si je m'exprime en tant que psychiatre, j'ai entendu à 2 reprises qu'il était nécessaire de rencontrer le bon psychiatre, celui ou celle avec qui on pouvait construire une alliance thérapeutique, faire confiance, s'entendre respecter ses choix. Alors c'est vrai que quand je parlais de formation et d'évolution des pratiques, on est bien obligé de se le dire. Il y a 2 points qui ont été abordés. Il y a la question de l'errance un peu diagnostique et du temps que les personnes ont pour recevoir un diagnostic. Donc, il y a un délai d'environ 10 ans qui a été évoqué tout à l'heure. Là, c'est vrai que les prises de parole, des personnes ont des âges un peu différents, mais globalement, il y a respectivement à chaque fois un délai, alors qui dans l'enquête d'ailleurs est un peu plus court pour les proches qui ont répondu pour un de leurs proches. Du coup, vous avez appelé patient du proche, qui est ramené à 4 ans. Alors, à voir par ailleurs pour quelles raisons sur votre échantillon c'est aussi court, mais globalement, le constat est celui-là. Il est en accord avec ce que la littérature nous rapporte et dresse. Ce sont des chiffres qui continuent, je pense, de dresser des pistes d'action et d'amélioration de la façon dont on va vers les gens, dont on leur laisse la possibilité d'accéder aux soins, de pouvoir les repérer, de construire des actions de repérage précoce. Ça me semble absolument majeur. Ensuite, il y a la question de la place du traitement. Puisque puis je lisais un peu aussi les remarques qu'il y avait sur le fil de discussion entre le côté parfois un peu utopiste de la façon de tous les concepts qui sont amenés par le rétablissement et puis être confronté à une résistance au traitement, un quotidien difficile. Bon, il y a un invariant, je trouve, dans chacune des prises de parole, c'est l'espoir qui a été celui de chacune des personnes qui se sont exprimées, quand bien même ils étaient dans des périodes de crise et de grande détresse psychologique. Ça a vraiment été dit avec beaucoup de justesse, beaucoup d'émotion par la 4e personne qui a pris la parole et qui explique très bien que ce processus de rétablissement, elle utilise des mots extrêmement forts, je les ai notés, de cohabitation. C'est qu'on parle beaucoup, le rétablissement, c'est vivre avec, c'est pas vivre sans le trouble, c'est vivre avec le trouble. Et ça, elle l'explique très bien, cette cohabitation de comment je gère mon quotidien et quels ingrédients je mets dans ma recette sur le chemin du rétablissement. Bon, les histoires sont extrêmement singulières. C'est vrai que la place du traitement, elle est pour certains essentielle, indispensable, et puis pour d'autres, elle est moins valable en ce sens où elle n'apporte pas les effets attendus du traitement. Et c'est là où je trouve qu'il faut re-questionner ce concept de rétablissement. Si on pouvait, et peut-être qu'on y rêvera un jour,
mais avoir un éventail de molécules pour lesquelles on peut identifier en amont les personnes susceptibles de répondre positivement ou pas à tel traitement, que tout le monde pouvait être stabilisé et du coup engager un processus de rétablissement tranquille, eh bien on le saurait, et ce n'est pas le cas. Donc, il y a effectivement ces inégalités face au traitement, d'où le fait que le rétablissement nous resitue une posture qui doit être définie par les besoins de la personne. Donc, si on s'attache aux besoins de la personne, ça a été vraiment redit par le quatrième témoignage. C'est vraiment très touchant quand elle dit, mais en fait, je suis arrivée, j'étais dans un état, elle allait très mal, elle était persuadée que la solution apportée, ça allait être une hospitalisation dans un énième moment de crise, et c'est pas ça. Et on lui a demandé ce qui était bon pour elle au moment de quoi elle avait envie au moment où ça n'allait pas. Ça, c'est des changements de posture. Ce sont des changements de pratique, sans mettre des grands mots, sans être utopiste ou quoi que ce soit. Parfois, ce sont des petites choses qui peuvent animer les relations soignants-soignés. Bon, ça, j'ai trouvé que c'était un point absolument majeur parce que ça dit quelque chose en pratique de ce que c'est que avoir le choix, même dans des situations de crise, face à une liste de traitements. Elle décrit 8 molécules qui vraisemblablement ne lui convenaient pas. Et puis ce choix de pouvoir dire je veux ça, j'ai besoin de ça, et de commencer à se connaître, de savoir ce qui est bon pour soi ou pas, et d'identifier ses propres besoins. Après, il y a aussi la notion d'identité, je trouve, qui a été relevée par, je crois que c'est la deuxième vidéo. Cette identité, c'est aussi très, très intéressant. L'identité, on parle dans le rétablissement, on véhicule le fait de retrouver son identité de ne pas être que malade. Et alors là, du coup, c'est inversé, c'est-à-dire que c'est s'habituer à la stabilité, c'est retrouver une identité, mais il le dit aussi très bien, il le dit, il a fallu que je m'adapte à cette stabilité, que je retrouve l'identité de celui qui est stable. Donc, il se joue quand même, enfin, j'ai trouvé que ça faisait écho à ce qu'est l'identité quand on est sur ce processus, alors que là, les mots qui sont utilisés, c'est stabiliser parce qu'il y a un traitement qui correspond et qu'il y a vraiment une balance donnée, puis un poids donné à la stabilité, à la dimension clinique, dans la dimension établissement qui est extrêmement forte. Mais j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. Et ensuite, plus précisément, et ensuite je m'arrêterai là pour les résultats de l'enquête que vous avez menée. Après, effectivement, vous l'avez redit dans les conclusions. Si on part du principe que le rétablissement est un processus personnel, individuel, quand bien même il est long, sinueux, difficile, tous les experts d'expérience le disent, il n'est pas étonnant, je n'étais pas très étonnée à la lecture des résultats, que les avis des proches ne soient pas forcément ceux des avis des usagers. Peut-être que le prisme, l'angle sous lequel on regarde la façon dont pourrait se traduire le rétablissement n'est pas le même. Et c'est très intéressant. Alors après, c'est vrai que ça donne envie d'en savoir plus, de savoir ce sur quoi ça diffère. Et vous l'avez bien dit, notamment après, sur la façon dont on perçoit les gestes de la vie quotidienne, l'hygiène, même ça, c'est pas perçu de la même manière. Mais donc, c'est vrai que ça continue de renforcer l'idée que l'accompagnement doit être, à mon sens, pluriel. Il doit être fait en soutien au processus de rétablissement de la personne et il doit être également proposé aux proches. Vous évoquez aussi que la psychothérapie, elle est proposée aux proches. Moi, j'ai trouvé que le chiffre de 25% était assez faible pour l'éducation thérapeutique. Au final, c'est un quart. Si on met un accent très fort sur le fait de bien se connaître, de bien connaître les signes et symptômes, alors l'OMS parle plutôt de formation à la santé et au rétablissement pour avoir un peu moins cette balance éducative qui peut-être correspond un peu moins aux populations adultes. Mais moi, j'ai trouvé que c'était assez peu, mais c'est vrai que ça dit quelque chose peut-être de la spécificité des accompagnements qui doivent être proposés à la fois pour les usagers et à la fois pour les proches. Donc, j'ai trouvé que c'était un chiffre très fort. Vous avez redit à quel point les résultats témoignaient aussi de l'impact du trouble sur l'activité professionnelle. Mais il y a eu aussi cet invariant entre tous les témoignages du sens donné à la vie, de recouvrir son utilité citoyenne dans son environnement social, amical. Ça parle du rétablissement. Les gens ont parlé du rétablissement quand ils évoquent ces points-là et ces points de vue sur la façon dont ils se sont sentis aller mieux, quand bien même le traitement, à un moment donné, la molécule est un ingrédient de la recette, certes, mais le résultat in fine ressenti, c'est celui de se sentir en vie. En vie dans la gestion de ses émotions, de ses troubles, de cet autocontrôle, de cette autodétermination. Et je crois que par tout ce qui a été dit,
ce sont en tout cas les points que j'ai relevés qui, je trouve, faisaient un écho très fort au concept du rétablissement et à ce qu'il dit de la façon dont on peut le faire vivre en pratique auprès des usagers et de leurs proches. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Merci beaucoup, Dr Sevan. C'est un peu une première, mais on n'a pas de questions. En revanche, on a beaucoup de commentaires qui vous félicitent sur la qualité de votre intervention, sur la clarté de ce que vous venez d'exposer. D'autant que c'est des choses qu'on n'entend pas forcément souvent. On a beaucoup, Blandine Madame Boussard a été félicitée aussi pour l'enquête, et beaucoup de personnes, qu'elles soient proches ou patientes, se retrouvent dans les stats et les réponses qui ont été données. Donc merci à vous. On est vraiment ravis de vous avoir accueillis pour cette journée mondiale 2022 et à très bientôt, j'espère.